Alors, l'intérêt du virtuel, c'est qu'on est dans plusieurs pays différents, et c'est le cas aujourd'hui, on va faire plein de pays différents. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas se voir avec les participants, hein, on se voit quand intervenant. Donc, les questions, c'est lié, comme l'a dit Khadija, à la partie Q&R au milieu de Zoom pour poser vos questions. Je proposerai d'abord un petit tour de table, encore une fois très virtuel, pour laisser chacun l'occasion de se présenter. Je propose qu'on commence. Ah, j'avais proposé à madame la… Ah oui, je ne vous voyais plus sur l'écran, j'ai eu un peur. Judith, bonjour, madame la directrice générale des Postes du Bénin, donc présentez-vous. Il faut se démuter, c'est le gag classique, on le fait tous. Hein. Non, on ne vous entend toujours pas. D'accord. Voilà, c'est bon. Ah non, mais tout le monde le fait, rassurez-vous. Ça arrive, on oublie. Bien, bonjour à tous. Moi, c'est Judith Glidia. Je suis professeure agrégée des sciences de gestion à l'université. Je suis directrice générale de la Poste du Bénin, SA, depuis janvier 2020. Merci. Merci beaucoup, merci infiniment. Je propose de continuer, en évitant de me tromper par ordre alphabétique. Pascal, bonjour. Merci Jean-Michel, bonjour à toutes et à tous. Ça fait effectivement un très très grand plaisir d'être avec vous à nouveau. Pascal Cliva, donc je suis le vice-directeur général de l'Union postale universelle. Auparavant, j'ai été son directeur des finances et directeur de la stratégie. Et auparavant, j'ai travaillé à la Poste Suisse, qui est une entreprise qui utilise passablement le modèle économique basé sur les services financiers. Et dans ma carrière personnelle, j'ai été aussi président d'une banque suisse. Et donc, voilà, c'est un dossier qui me tient personnellement à cœur, celui de l'inclusion financière, et je suis ravi d'être avec vous. Oui, c'est effectivement un très très beau sujet. Merci Pascal. Ensuite, Rached. Bonjour à tous. Moi, je suis Rached Meslemani, directeur central de la direction centrale Poste Finance depuis mai 2019. Toute ma carrière, je l'ai fait dans les services financiers. J'ai fait tous les services financiers de la Poste. Et maintenant, je chapeaute ces différents services pour un meilleur avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mohamed. Merci Jean-Michel et bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous et partager, on va dire, les expériences des uns et des autres sur un sujet aussi important. Je rappelle que ça fait partie le sujet de l'inclusion financière fait partie des objectifs de développement durable des Nations Unies et il est porté par pas mal d'institutions internationales. C'est un sujet vraiment d'actualité important. Alors, moi, j'occupe aujourd'hui le poste de directeur général d'Al-Barid Bank, qui est en fait la filiale bancaire de la Poste marocaine, qui a aujourd'hui une dizaine d'années, puisqu'elle a été lancée en 2010. Ma carrière, l'essentiel de ma carrière, je l'ai fait avant d'intégrer la Poste, j'étais dans le secteur bancaire. Et j'ai intégré la Poste avant la création de la banque. J'ai travaillé surtout on va dire, avec mes collègues sur la création de la banque. Et depuis, j'ai occupé des différents postes. Et aujourd'hui, je suis directeur général de la Banque postale marocaine. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et enfin, Bamori, pour terminer ce premier tour de table. Bamori Ouattara. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez vous démuter? Bamori. Je pense que vous nous entendez parce que je vous vois bouger, mais il faut il faut vous démuter pour qu'on puisse vous entendre. Voilà, c'est bon. Bonjour. Bamori Ouattara. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour, est-ce que vous pourriez juste vous présenter comme les autres panélistes? Bon, alors, je ne sais pas si Bamori nous entend vraiment. Il s'est démuté. Oui, j'entends maintenant. Ah, pardon, très bien. On terminait le tour de table par vous. On a fait ordre alphabétique, juste pour vous présenter en quelques mots. Ah oui. Donc, moi, c'est Bamori Ouattara. Je suis directeur général de la Poste Burkina Faso depuis mars 2020.
Je suis économiste, administrateur des services financiers. Précédemment, à ce poste, j'étais le secrétaire général du Premier ministère pendant 5 ans. Et avant le Premier ministère, j'étais directeur général de l'Institut national de la statistique et de la démographie pendant une dizaine d'années. Et avant cela, j'ai été directeur des études du ministère de l'économie et des finances. En tout cas, j'ai occupé un certain nombre de directions. Voilà, donc c'est ce que je peux dire comme présentation à ce stade. Merci beaucoup, Bamori. Je voudrais commencer par une première question à vous tous. Alors, on va peut-être pour la première fois reprendre le même ordre alphabétique, mais les fois d'après, on a le droit de changer l'ordre, bien entendu. Et pour introduire un peu le débat, comment est-ce que vous, dans vos postes respectifs, et puis Pascal, peut-être une vision plus générale, comment dans vos postes respectifs, vous, vos équipes, percevez quel est le rôle des postes pour l'inclusion financière? Parce que pour faire de l'inclusion financière, on peut avoir affaire à l'État, aux banques, aux opérateurs télécoms, il y a plein d'acteurs possibles, mais comment est-ce que dans chacune de vos postes, cela est-il perçu? Est-ce que c'est une obligation morale? Est-ce que c'est au cœur du service, quelque chose d'annexe? Pour vous, qu'est-ce que l'inclusion financière vue des acteurs postaux? Peut-être commencer par Madame la directrice générique de la Poste du Bénin. Ah, il faut enlever le mute, encore une fois. C'est bon, c'est bon. Merci, c'est bon. Et bien, pour nous, à la Poste du Bénin, hein, l'inclusion financière est carrément perçue comme une opportunité. Et nous sommes déjà dedans depuis. À la date d'aujourd'hui, je peux vous dire que quand on regarde les ressources générées par nos activités, nous sommes à 75% pour ce qui concerne les activités financières. L'inclusion financière étant l'ensemble des dispositifs mis en place pour permettre de lutter contre l'exclusion, hein, au niveau des activités bancaires et financières de certaines entreprises et certains particuliers, et donc de leur permettre d'accéder à moindre coût à toutes les gammes de produits financiers, paiements de tout genre, les transferts, l'épargne, le crédit, l'assurance, et ceci de façon responsable. Nous sommes vraiment engagés déjà dedans. Et je sais que vous savez bien que à la Poste du Bénin, nous, on fait déjà ces activités. Je suis venue voir ça et on est en train de renforcer ça. Donc, c'est certainement une activité qui va permettre une revitalisation de nos postes avec la tendance qu'il y a un peu de désamour par rapport au cœur du métier de la poste stricte. Donc, pour nous, c'est certainement un pan de nos activités qui va assurer la renaissance de la maison poste, je veux dire. L'inclusion postale, donc, va consister et consiste déjà chez nous à permettre à ces entreprises et particuliers exclus du système d'avoir accès à des services via le réseau postal, qui est un réseau assez ancré et donc assez large au Bénin et qui est très envié. Et nous avons aussi la possibilité de renforcer cela davantage parce que il est retenu par les autorités au plus haut niveau qu'il y ait des agences postales dans tous nos arrondissements au moins. Et nous avons 546 arrondissements. Aujourd'hui, nous sommes à 113 points de présence et donc on a encore de quoi élargir la chose et donc d'atteindre le dernier kilomètre pour mieux satisfaire tous ceux-là qui sont un peu exclus du dispositif financier. Voilà un peu. Et donc, je voudrais finir par insister sur le fait que pour nous, c'est une opportunité que nous avons saisie déjà et en mettant en place plusieurs produits, comme par exemple quelque chose qu'on appelle Adogbe chez nous. Adogbe, ça veut dire, comment dirais-je, tout ce qui concerne la faim, la prise en charge des besoins liés à l'alimentation. Et de façon informelle, les Béninois, dans ces milieux-là, ont l'habitude de faire comme des tontines. Et ce qui permet à la fin de l'année, pour fêter, d'avoir des ressources et d'avoir des vivres pour pouvoir bien fêter.
compte tenu du fait que cela est un peu pas très sécurisant, je vais dire, pour ceux qui s'engagent dedans dans le cadre informel, la Poste du Bénin, une institution étatique, a pris la main et c'est plus rassurant pour les citoyens. Il y a un deuxième produit que nous venons d'initier et qui est complètement digitalisé, qui est la tontine Zedaga. Et c'est des tontines que les gens faisaient, ils sont ambulants, ils passent chez les gens, mais ce n'était pas digitalisé. Nous, on a commencé ça en novembre dernier et tout se passe bien. Ça permet aux gens de cotiser. On va revenir là-dessus plus largement au cours du débat. Merci. Voilà ce que je peux dire en introduction. Merci beaucoup. Et en fait, ce que je propose, Pascal, c'est de vous faire parler en dernier et d'écouter chacun des 3 autres responsables des postes, parce que ce serait bien aussi que vous puissiez réagir par rapport voilà, à ce qu'ils vont dire. Rached, maintenant on va en Tunisie, ça c'est formidable avec Zoom, on voyage d'un pays à l'autre. Alors vous, votre vision de cette inclusion financière pour les postes. Donc, je remercie. Donc, pour la Poste tunisienne, l'inclusion financière, elle est au cœur même de sa stratégie. Donc, la Poste, elle joue un rôle très important dans l'inclusion financière. Et elle se base aussi sur l'exploitation de son potentiel, son réseau qui est très étendu. Et le réseau de la Poste en Tunisie, il est supérieur au réseau des banques réunies. Donc, on a 1057 bureaux de poste, dont 40% sont dans des zones rurales. Et aussi, on a opté pour les bureaux ambulants. Donc, on a 55 bureaux ambulants, sont des bureaux de poste ambulants qui sont informatisés, c'est-à-dire ils sont accessibles par réseau et qui sont en train de se déplacer dans les zones rurales pour toucher la population la plus arriérée. Aussi, on a des services financiers très diversifiés. Donc, on a l'épargne, le dépôt, on a les transferts d'argent, on a des moyens de paiement, aussi on a des assurances. Donc, on a essayé de diversifier nos produits financiers pour toucher encore plus la population qui n'est pas bancarisée. Et donc, on propose aussi, on a développé d'autres canaux. Donc, puisque le bureau de poste, on a développé des applications sur Internet et mobile. C'est pour un peu s'adapter à la demande de nos clients. Aussi, on a un autre atout, c'est que la Poste tunisienne, comme entreprise publique, c'est l'établissement de transfert de fonds de l'État. Et surtout dans cette période de Covid, on a travaillé avec l'État pour payer les aides sociales qui ont été données suite au problème de Covid. Donc, la Poste, elle a travaillé avec d'autres institutions financières pour la population qui est non bancarisée. On a fourni des wallets, ce sont des comptes virtuels qui sont basés sur le numéro de téléphone et la CN du client. Donc, on est arrivé à donner à cette population non bancarisée, à leur donner des comptes virtuels avec des retraits en cardless sans qu'ils accèdent au bureau. Donc, ils peuvent retirer leur argent à partir des dates. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé, donc, avec l'État, et surtout avec l'État. Donc, c'est un peu que dans ce sens-là. Donc, on est bien outillé pour participer à la bancarisation de la population tunisienne qui est environ de l'ordre de 40%. Donc, avec ce qu'on a comme outil. Voilà. Très bien, merci beaucoup. De la Tunisie au Maroc, Mohamed El Moussaoui. Donc, merci. Avant je souhaite quand même, on est en train de parler d'un sujet, peut-être c'est important on va dire, de donner le sens du sujet, c'est quoi l'inclusion financière, pour que les gens, peut-être pas tout le monde, comprennent de la même façon qu'est-ce que c'est que l'inclusion financière. Pour dire qu'il y a une définition de la Banque mondiale sur l'inclusion financière, c'est effectivement, Madame la directrice générale de la Poste de Bénin l'a rappelé, c'est de permettre aux personnes qui sont aujourd'hui exclues de système, on va dire, traditionnel, système bancaire traditionnel, d'accéder à des offres financières qui répondent à leurs besoins. Alors, la palette des besoins part du compte, mais jusqu'au crédit. Donc, il couvre toute la palette, c'est-à-dire qu'il couvre l'épargne, la tenue de compte,
les crédits, la banque assurance, la micro-assurance. Donc, c'est une palette assez large qui peut couvrir l'ensemble des besoins des personnes en fonction de leur situation. C'est important de rappeler ça. Alors, la Poste, est-ce qu'il dispose de l'ensemble de ces palettes-là? Je ne le pense pas. Il est amené quand même à offrir, on va dire, à contribuer sur une grande partie, mais il est amené à travailler avec d'autres acteurs au niveau national et international, justement pour répondre à ce besoin. Alors, le Maroc, on va dire le Maroc, il a un historique au niveau de la Poste des services financiers, puisque les services financiers datent de 1926 avec le lancement de compte chèques postaux, c'est quand même très, très ancien. Après, il y avait une succession de développement et d'élargissement de l'offre avec la création de la Caisse d'épargne nationale, avec l'offre de mandats, et j'en passe. Vers les années 2000, je pense que c'est une situation qui se pose à l'ensemble des postes aujourd'hui avec le changement majeur du modèle économique des postes avec la baisse de l'activité courrier traditionnelle. Et donc, les postes à travers le monde, à différents échelles, ont connu un changement dans leur modèle économique et donc ils se posaient des questions sur leur pérennité. Aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, aujourd'hui, le modèle a subi un changement majeur que quelquefois, c'est de la pérennité des postes dont on parle. Et donc, au même titre que les autres postes, la Poste marocaine a entamé, on va dire, une réflexion stratégique vers les années 2000 pour faire face à cette tendance inéluctable qui est la baisse du courrier et de se positionner sur d'autres activités génératrices de revenus pour assurer sa pérennité et le développement des revenus pour se développer et assurer entre guillemets, le service postal universel. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a lancé la réflexion sur la création, la filialisation des services financiers. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'il a un lien fort avec l'inclusion financière. Parce que c'est à ce moment-là également que les pouvoirs publics portaient la notion d'inclusion financière comme étant un enjeu et un objectif important. Et donc, je pense qu'il y avait une conciliation, une convergence entre des objectifs d'ordre nationaux, qui est le développement de l'inclusion financière, et également le développement et la diversification des activités de la Poste pour pérenniser les revenus de la Poste. C'est à ce moment-là qu'il y avait cette convergence et qu'il y avait, on va dire, la décision de créer la Banque postale et qui a été créée en 2000 et qui a été lancée en 2000. Pourquoi aujourd'hui la Poste marocaine et la Banque postale marocaine Al Barid Bank jouent un rôle important dans l'inclusion financière? D'abord, comme je disais, ça faisait partie des objectifs majeurs de sa création. C'est-à-dire les objectifs importants de sa création, c'est le développement de la bancarisation et de l'inclusion financière. À travers quoi? On a des atouts importants, puisqu'on a un réseau d'agences importants qui est situé dans des localités là où il y a réellement le besoin d'inclusion financière. Ce n'est pas dans le monde urbain. Le monde urbain, les banques sont là présents, on n'a pas forcément. C'est dans le périurbain, des quartiers pauvres, dans les régions lointaines. C'est là où la Poste dispose quand même des atouts importants pour offrir ces services. Donc, on a le réseau, c'est un élément majeur. Et il y a également l'offre. Donc, comme j'ai dit, il y avait un historique assez intéressant sur les services financiers. Et avec la banque, on a développé, enrichi tous les services financiers d'ordre à développer l'inclusion financière en partant du paiement, de l'activité paiement, avec les crédits, la banque assurance, et j'en passe. Parallèlement à cela, la Banque postale marocaine a accompagné les pouvoirs publics sur certains programmes d'ordre social et qui ont une connotation d'inclusion financière. Je citerai quelques exemples. Nous avons, on va dire, bancarisé tous les étudiants qui reçoivent la bourse, en leur offrant des moyens de paiement sur lesquels ils reçoivent leur bourse automatiquement, ils peuvent les sortir, ils peuvent payer avec leur carte, ainsi de suite. Donc, ça aujourd'hui, c'est à peu près plus de 700 000 personnes. Nous avons également accompagné les pouvoirs publics sur les aides
qui sont octroyés pour encourager les personnes dans le monde rural à garder leurs enfants scolarisés. Donc ça, c'est quelque chose qui a été pris en charge également totalement par la banque et qui aujourd'hui dépasse 1,5 million de bénéficiaires. Nous avons également fait des programmes de bancarisation spécifiques sur la femme rurale, sur les préposés religieux, sur des catégories, on va dire, des catégories de personnes qui étaient un peu exclues du système financier. Donc, il y avait des actions spécifiques et c'est la Banque postale qui a pris en charge avec les pouvoirs publics ces différents programmes. Et je terminerai pour dire aujourd'hui la Banque postale marocaine, il a une offre complète sur les... Et il a également développé des offres assez innovatrices sur le digital, puisqu'aujourd'hui, nous sommes leaders sur le paiement mobile au Maroc, avec plus de 1,5 million de personnes qui utilisent les services financiers sur le mobile. Et on a dépassé l'année dernière, en 2020, plus de 26 millions de transactions qui ont été réalisées sur le canal mobile, par exemple. Donc voilà. Et on aura l'occasion d'entrer un peu plus en détail au fur et à mesure. En détail sur les services et les usages, mais en tout cas, bravo et bravo, merci pour ces chiffres. Bamori Ouattara, au Burkina. Donc, de nouveau, vous démutez. Voilà, c'est bon. Merci. Ce que je peux dire dans le contexte du Burkina, c'est que le gouvernement a adopté une stratégie nationale de la finance inclusive en 2019 qui a pour objectif donc de rendre accessible des services abordables et adaptés à 75% de la population à l'horizon 2023. Bien entendu, la Poste ferait déjà des services financiers orientés inclusion. Pour ce qui est vraiment du réseau de la Poste qui constitue un gros avantage, la Poste dispose de 117 agences qui sont essentiellement en zone rurale et périurbaine, qui entourent en grande partie des populations qui sont déjà majoritairement exclues des services financiers. La Poste a un capital de confiance auprès de ces populations et il y a une gamme variée de produits qui sont servis donc à ces populations, qu'il s'agisse des produits d'épargne, des produits de transfert électronique, de compte courant, des produits d'assurance ou des produits qui sont commercialisés en partenariat avec des compagnies de téléphonie, notamment Orange Money. Il faut dire que pour vraiment jouer un rôle plus important, la Poste, après des évaluations qui ont montré que plus de pouvoir épargner, nous avons entamé le processus de création d'une banque postale, lequel processus est assez avancé. Et d'ailleurs, je salue de partage la collaboration avec la Poste Maroc, qui nous sert de partenaire stratégique dans le cadre donc, de ce projet. Nous avons déjà réuni le tour de table pour les actionnaires et nous sommes en train d'aller vers la demande d'autorisation de la Banque centrale, l'agrément de la Banque centrale pour pouvoir opérer. C'est une banque postale qui va s'appuyer sur le réseau de la Poste et qui va pouvoir servir des populations qui majoritairement sont exclues, comme je l'ai dit. Parce que quand vous regardez les banques, mon ami du Maroc l'a soulevé, les banques sont concentrées dans les zones urbaines et les banques classiques également sont concentrées sur des niches de marché qui sont assez profitables. Il n'y a que la Poste, acteur public, qui peut aller vers des populations venues pour pouvoir leur offrir la possibilité non seulement d'épargner, mais d'avoir accès au crédit pour pouvoir financer leurs activités. Voilà. Donc, pour moi, la Poste a un grand rôle à jouer dans l'inclusion financière du fait de son réseau
qui couvrent des zones qui ne sont pas couvertes traditionnellement par les banques. Son réseau qui lui permet d'offrir des services à des populations qui majoritairement sont exclues des systèmes financiers traditionnels. Il n'y a que la Poste qui peut véritablement créer un approfondissement de l'accès des populations aux services financiers. Merci. Merci, Mme Maurice, c'était très clair. Pascal, moi j'ai entendu des mots très forts par tous nos intervenants. J'ai entendu renaissance, essentiel, grand rôle, changement majeur de modèle économique, enjeu de pérennité des postes. On est vraiment sur un sujet incroyable en fait. Merci, oui, Jean-Michel, je partage tout à fait le constat qui est le vôtre s'agissant des mots qui ont été prononcés. Vous nous avez demandé de réagir, d'interagir, d'échanger sur le thème des postes peuvent-elles gagner la lutte pour l'inclusion financière? La réponse, elle est simple, c'est oui. Maintenant, c'est comment on va gagner cette bataille, comment les postes, et on a entendu évidemment grâce aux interventions de mes collègues de nombreux exemples qui sont très, très enrichissants et qui illustrent bien je dirais, d'une part, la prise de conscience qui a été faite non seulement des postes, mais aussi des autorités. On entendait les objectifs donnés par un gouvernement, le Burkina Faso. On entendait aussi les réflexions stratégiques du Maroc. On entendait, même au travers de ces tontines, l'expérience vécue par le Bénin, sans oublier ce que nous dit la Tunisie. L'UPU, elle s'est toujours placée, évidemment, dans la posture gagnante, parce que dès le début, lorsqu'on se demandait, il y a plusieurs années de ça, comment on allait développer cette troisième dimension de l'UPU, je vous rappelle qu'on est actif sur 3 dimensions, une dimension physique avec le courrier, une dimension électronique et une dimension financière avec le plus vieil accord intergouvernemental sur les transferts d'argent qui date de 1878. Et donc, à chaque fois, lorsqu'on se demande comment est-ce qu'on va faire le prochain pas, comment est-ce qu'on va inciter les gens à faire le prochain pas, eh bien, ça a été toute une série d'actions, d'interactions. On s'est aussi évidemment assis avec nos partenaires naturels. Je pense ici à la Banque mondiale, mais je pense à d'autres, à l'IFAD et à d'autres, pour justement apporter les moyens vers nos amis, spécialement ceux qu'on a entendus. Il y en a qui se débrouillent très bien, il y en a d'autres qui se débrouillent un peu plus difficilement, mais les idées, elles sont là, les idées sont riches. Et ce qu'il faut faire maintenant, on entendait, c'était un petit peu en off, je ne veux pas traduire ça, mais avant qu'on commence cette session, on parlait un peu à bâton rompu et on nous disait, voilà la difficulté maintenant avec les nouveaux entrants sur le marché, qui ne sont pas forcément les banques, mais d'autres qui stimulent une certaine concurrence. Mais encore une fois, on a des atouts. La Poste a des atouts, on a entendu majoritairement parmi les interventions, le réseau, la proximité, cette capillarité que beaucoup nous envient. Je rappelle pour la bonne forme qu'on recense aujourd'hui 660 000 bureaux de poste dans le monde, ou points d'accès dans le monde. Donc, ce n'est pas totalement dénué de sens. Et évidemment, ce capital confiance. Lorsqu'on doit confier son argent ou lorsque l'État doit servir, se prendre un intermédiaire pour servir des pensions, on l'a entendu tout à l'heure, bien souvent et justement, elle se retourne vers la Poste et fort de ces, je dirais, de ces réflexes, on doit pouvoir capitaliser. Alors la capitalisation maintenant, c'est évidemment faire les pas technologiques qui nous sont demandés, que à juste titre, le consommateur nous demande, ou que l'usager, ou que le citoyen, ou que l'exclu, parce que l'exclu aujourd'hui, bien souvent, heureusement d'ailleurs, il peut avoir un téléphone portable. On a des formidables exemples au Maroc. Je me souviens, lorsque j'y avais été, on m'avait bien démontré beaucoup de choses parmi les paysans berbères et d'autres choses qui sont bancarisées grâce à la Poste. Donc, à un moment donné, il y a un réel rôle pour les postes d'être cette courroie de transmission qui va permettre l'inclusion non seulement financière,
mais l'inclusion économique, sociale, sociétale des populations, ça on le veut. Et l'UPU là-dedans, eh bien, elle défend tout ça, elle travaille avec des partenaires. On a des partenaires effectivement en termes de donateurs, on a la fondation Bill et Melinda Gates, on a d'autres avec nous, on avait l'IFAD, on a la Banque mondiale. Donc on essaie vraiment d'élargir le plus possible notre action de manière à venir concrètement appuyer les politiques qui sont développées sur le terrain. Et c'est une chance. Moi, je considère que c'est une chance. À juste titre, notre ami du Maroc a parlé de l'évolution du modèle économique et de parler aussi de la nécessité pour les entreprises. Et je reconnais, je salue parmi les participants aujourd'hui un certain nombre de dirigeants de poste qui sont parmi aussi mes amis. Mais ces gens-là, ils sont confrontés aussi au devoir de faire d'un modèle économique quelque chose qui permet de pérenniser l'entreprise. Donc, on doit rentrer dans ces mouvements vertueux qui nous permettront demain de donner la satisfaction à tout le monde, de pouvoir satisfaire les attentes des gouvernements. Vous savez, pendant cette pandémie, on a vécu énormément de choses, notamment dans beaucoup de pays, et c'est le cas, il y a de gros débats maintenant en Europe, aux États-Unis et ailleurs sur les plans de relance. Mais ces plans de relance, ils ont aussi besoin d'intermédiaires financiers. La plupart des pays, c'est le cas ici, je vous salue de Berne, en Suisse, où le tissu économique, c'est des petites et moyennes entreprises. Le gouvernement, à partir du moment où il doit délivrer une aide économique à une petite et moyenne entreprise, même au moment où nous fermions notre réseau économique non essentiel, on a gardé ouvert la poste, on a gardé ouvert tous ces gens-là parce que les gens pouvaient aller chercher cette aide économique sonnante et trébuchante pour payer leurs factures, pour payer leur loyer, pour payer leurs employés. Donc, on est de toute façon des outils de la puissance d'État, par nature aussi. Donc, voilà, beaucoup d'atouts qui plaident en ce oui, les postes peuvent gagner la lutte pour l'inclusion financière, à condition évidemment que nous soyons tous ensemble, que nous essayons de convaincre. Et là, je pense qu'il n'y a pas de souci. J'ai vu beaucoup d'enthousiasme parmi les collègues et surtout celles et ceux qui sont en responsabilité dans ces postes africaines. Mais on aura l'occasion de revenir dans plus de détails. Merci. Je pense, Pascal, merci, que dans la catégorie enthousiaste, tu es très bien placé. Bon, et ça ne m'étonne pas ce que tu nous dis. Alors, évidemment, si je me retournais auprès des autres intervenants en leur demandant est-ce que vous êtes d'accord avec Pascal, est-ce que vous avez gagné cette bataille, vous allez tous me dire oui, enfin, sauf s'il y en a qui pensent que non, mais je crois deviner la réponse. Malgré tout, qui dit bataille? Parle de bataille parce que vous n'êtes pas les seuls sur le sujet. Il y a les banques, et autres que les banques postales, quand elles existent. Il y a les opérateurs télécoms, il y a aussi les fintechs, ça a été évoqué, les startups ou autres. Moi, ma question, c'est au-delà de qui va gagner, parce que bon, je me doute de la réponse que vous allez me faire, mais plutôt, quel est votre positionnement par rapport à ces autres acteurs? Est-ce que pour vous, les opérateurs télécoms, les fintechs, les banques, au sens classique, est-ce que ce sont des concurrents, des adversaires? Au contraire, peut-être des partenaires, la fameuse coopétition. Voilà. Comment vous vous positionnez par rapport aux autres acteurs qui, s'ils étaient là, vous diraient « non, c'est nous qui allons gagner la bataille de l'inclusion financière ». Comment vous positionnez-vous en tant que poste par rapport à ces autres acteurs? On n'est pas forcé de respecter l'ordre habituel, donc si quelqu'un veut commencer, il suffit qu'il fasse signe en levant la main ou se démute. Et bien voilà, Mohamed Amassoui, je vous en prie. Alors, je pense qu'il ne faut pas prendre le sujet de l'inclusion financière comme un sujet, le réduire à un sujet de compétition. D'abord, c'est un sujet, un objectif national important et mondial. Donc, le gagnant, c'est la population demain qui on aura la capacité d'inclure. Tout à l'heure, Pascal parlait, parce qu'on parle de l'inclusion financière, mais derrière, il y a l'inclusion sociale, économique. C'est ça l'intérêt, à la finalité. Donc, si on réussit, tant mieux. Et on a besoin de réussir, enfin, on a le devoir de réussir tous. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'inclusion financière, ce n'est pas l'affaire uniquement de la Poste ou des banques postales. Vous l'avez bien dit, aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs. Les banques aujourd'hui, est-ce que c'est un sujet des banques? Pas forcément, parce que l'inclusion financière, quelquefois, il y a peut-être un intérêt commercial assez important
Parce que déployer des agences bancaires dans le monde rural, personne ne va le faire parce que ça coûte très, très cher de déployer des réseaux bancaires dans le monde rural, par exemple. Par contre, aujourd'hui, des pays commencent à penser à des solutions alternatives, à des modèles de distribution alternative. On a des établissements de paiement qui ont des exigences en termes de réseau, d'exigences assez light. Et donc, de plus en plus, on observe ces fintechs, ces établissements de paiement qui se déploient dans des zones du périurbain, ils récupèrent tant mieux. Et il ne faut pas oublier également que l'inclusion financière, il y a le volet microfinance. Donc, il y a tout on va dire également, une famille d'acteurs qui se positionnent sur la microfinance, qui joue également son rôle important. Et il y a l'assurance, la microassurance également, c'est un sujet qui rentre dans le cadre de l'inclusion financière. Donc, normalement, c'est un dispositif global qui doit intégrer l'ensemble des acteurs. Alors, à l'intérieur de ce dispositif-là, la Poste ou ses filiales peuvent jouer un rôle important. Pourquoi? Parce que la Poste est un acteur public. Ça change beaucoup de choses. Hein. L'acteur privé est en train de chercher uniquement les bénéfices. Les acteurs publics, hein, ils concilient entre la rentabilité et les missions d'intérêt général. C'est quand même des éléments fondamentaux qui différencient les rôles. Donc, la Poste joue un rôle et doit jouer un rôle important. Alors, aujourd'hui, c'est à la Poste de développer, de se réinventer, de faire de l'innovation, de travailler d'une manière assez importante, justement pour accompagner ce mouvement, dans l'intérêt à la fois, comme j'ai dit, des intérêts d'ordre nationaux, mais également de l'intérêt de la Poste. Parce que l'inclusion financière peut être un levier de génération de revenus pour pérenniser. Et le cas du Maroc, et en tout cas, est un élément très important, puisqu'aujourd'hui, les revenus de la banque postale pèsent pratiquement 60% dans les revenus de la Poste. Donc s'il y a un travail vraiment de fond qui est fait sur le développement des services financiers, ça paye. Et ça va, et en même temps, tant mieux, contribue au développement de l'inclusion financière. Et je rappelle là-dessus que la Banque postale marocaine, il a déjà créé en 2013 une filiale spécialisée qui est aujourd'hui un établissement de paiement, parce qu'il faut faire évoluer le cadre organisationnel, stratégique, justement pour accompagner à la fois le cadre réglementaire et le marché. Vous avez parlé des opérateurs télécoms. Alors, ça dépend des réglementations. Par exemple, au Maroc, un opérateur télécom n'a pas le droit d'exercer les services financiers. Par contre, il peut créer des filiales, puisqu'on a introduit ce qu'on appelle les établissements de paiement. Tout le monde peut créer un établissement de paiement, y compris les opérateurs télécoms, pour se positionner sur l'activité paiement. Et effectivement, au Maroc, depuis maintenant 2 ans, les 3 acteurs télécoms ont créé leur filiale comme établissement de paiement et ils sont en train de se positionner sur l'activité de paiement, au même titre qu'un ensemble d'acteurs aujourd'hui, pratiquement une vingtaine d'acteurs au Maroc. Tant mieux, ça crée de la concurrence. C'est des modèles alternatifs qui allègent les coûts et ça contribue au développement de l'inclusion financière. Et pour vous, je reviens à ma question, ce sont des concurrents. Vous vous dites, c'est aussi des gens avec qui on peut travailler pour ce développement de l'inclusion financière. Nous, on n'a pas de complexe. À la fois, on les considère comme des concurrents, mais en même temps, c'est des partenaires, des confrères. On travaille ensemble dans l'intérêt global pour faire évoluer l'écosystème global. On travaille ensemble. On a un groupement auquel je participe en tant qu'administrateur et je contribue activement dans ces travaux. Donc, on est membre, on travaille ensemble dans l'intérêt global. Mais en même temps, sur le plan commercial, c'est normal. Ils sont des concurrents à la fois. D'accord. Donc, à la fois travail en commun, mais également de la concurrence. Pas de problème. Voilà. Madame Judith. Merci. Bien, donc, comme le DG vient de le dire, moi, j'allais répondre simplement qu'ils sont les deux des concurrents parce qu'aujourd'hui, au Bénin, vous avez non seulement les banques qui
sont en train aussi de grignoter sur ce territoire-là. Il y a tous ceux qui sont dans le dispositif des SFD, système financier décentralisé, je vais parler des institutions de microfinance. Il y a les fintech, il y a les opérateurs de téléphonie mobile. Tout à l'heure, quand je suivais le DG de la Banque Postale, je pensais qu'au Maroc, ce n'était pas très ancré, mais oui. Il y a Mobile Money, Move Money, pour les deux plus gros chez nous au Bénin. Il y a les assurances de tout genre. Mais en plus de tout cela, il y a tous les acteurs qui sont même dans l'informel chez nous, parce que l'informel est très, très, très développé, et qui, donc, en matière d'inclusion financière, sont sur le terrain à faire de la tontine, à faire ici, Y choses. Donc, par rapport à cela, il y a de la concurrence. Je voudrais profiter pour insister sur le fait qu'au Bénin, la poste, le secteur postal, même par rapport aux activités traditionnelles, c'est moi qui le dis, n'est pas protégé. C'est-à-dire que les autorités de régulation du système ont ouvert ça. Tout le monde peut demander. Aujourd'hui, vous prenez les transporteurs, ils peuvent prendre des agréments pour envoyer des courriers, etc. Et donc, c'est un environnement hautement concurrentiel. Mais en même temps, ce sont des partenaires. Comme on le dit, la semaine dernière, j'étais en mission avec une banque et une institution de microfinance où on nous a proposé, c'est d'ailleurs le ministre des Finances qui s'implique comme ça avec nous, qui nous a mis ensemble pour qu'on fasse un partenariat. Et c'est la Poste qui est l'institution qui apporte, disons, le dispositif, la présence physique dans les régions. Et puisque la Poste est plus présente que toutes ces institutions-là sur le territoire national. Et donc, on est allé visiter des agences postales pour que la banque et l'institution de microfinance puissent s'installer avec la Poste. Et on va faire du co-branding et publier autour. Au cœur de tout cela, je voudrais nous rassurer, le mot ou l'expression a été utilisée plusieurs fois, c'est le capital confiance. L'État est derrière la Poste. Je suis un peu jeune, mais on m'a bien raconté que quand il y avait eu la crise au Bénin, où toutes les banques ont disparu, toutes les institutions financières ont disparu, c'est la Poste seule qui a résisté. Et donc, nous avons ça comme force, c'est pour l'État. Et je viens de donner l'exemple des produits que nous avons initiés parce que nous reprenons la main là où les populations sont en insécurité en matière d'inclusion financière déjà. La Poste reprend la main pour sécuriser les ressources des citoyens. Et donc, il y a une certaine flexibilité. Et donc, dans cet écosystème, la Poste a beaucoup d'atouts, et nous pouvons réussir beaucoup de choses. Mais il y a des défis, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse tout pour être encore plus compétitif. En tout cas, quand je prends le système béninois, l'environnement béninois, il y a un besoin d'être plus compétitif parce qu'il y a de la concurrence dans l'environnement. Aujourd'hui, ne serait-ce que MTN, qui fait du mobile money, ils sont à plus d'1 million, d'abonnés. Et c'est beaucoup par rapport à notre environnement où on est à environ 5 millions de la population qui soit active et qui puisse faire ces choses-là. Donc, il faut s'y mettre. Il y a encore de l'espace pour se positionner comme il faut, mieux se positionner, mais à cela, il faut veiller, par rapport à cela, il faut veiller, j'allais dire, à ce que nous soyons compétitifs, qu'on avance beaucoup plus en matière de technologie, d'infrastructures assez crédibles et rassurants pour les populations pour qu'ils puissent mieux encore faire confiance à la Poste. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, le mot confiance, je pense, est important. Pascal, tu voulais prendre la parole. Oui, merci. Je voulais faire un petit espace de publicité pour l'UPU parce que j'entends effectivement beaucoup de bonnes choses. Évidemment, je pense, comme à l'instar de ce qui a été dit, des réalités aujourd'hui se font jour dans tous nos pays. On voit bien
que des gens très agiles, utilisant des technologies, se mettent sur les marchés. On vient d'avoir cet exemple. Je confirme aussi que, comme au Bénin, en 2008, même dans un pays très bancarisé comme la Suisse, PostFinance, à l'époque, a récupéré énormément de clients des banques au moment où les banques, elles étaient secouées par la crise financière. Tout ça parce que le raisonnement du citoyen, ça a été de dire l'État ne laissera pas tomber la poste. Et donc, on a vu, et c'était très, très clair, des transferts massifs de clientèle, petits clients, hein, mais néanmoins un mouvement très, très concret. Par contre, pour y revenir à ce qui était l'aspect concurrent, non concurrent, on voit bien aujourd'hui, et je disais l'UPU, petit coup de pub, oui, parce que d'un côté, le sujet inclusion financière existe chez nous, d'un autre côté, nous exploitons ici à l'UPU des solutions opérationnelles, notamment un système qui s'appelle PostTransfert, une marque qui s'appelle PostTransfert, qui permet de faire, à l'instar de grands noms, je ne vais pas les citer, tout le monde les connaît, de permettre une alternative en matière de transfert d'argent. Et nous avons travaillé avec ces marques et avec les outils que nous avons derrière. Évidemment, nous avons un système de clearing bancaire, c'est moi qui l'ai monté à l'époque lorsque j'étais directeur financier. Et puis, nous avons le système électronique qui s'appelle IFS, qui nous permet de faire vraiment et d'avoir tout dispositif pour, évidemment, les pays, les opérateurs qui souhaitent être membres de ces coopératives. Maintenant, l'idée là derrière, c'est évidemment de fournir les moyens à ceux qui n'ont pas d'être dans la possibilité d'être un acteur sur le terrain. Et là où ça manque, eh bien, de pallier à ces manques. Et j'ai en mémoire, évidemment, notre projet que nous avions monté avec l'Organisation internationale des migrations, avec le Burundi, où nous avions monté un projet d'inclusion financière totalement intégré, à savoir pas seulement le transfert d'argent, évidemment, des diasporas burundaises de la Belgique ou du Canada vers le Burundi, mais également l'inclusion financière par tout ce qui doit être mis en place pour appuyer les politiques agricoles, les technologies qui avaient été mises sur le terrain, notamment dans les bureaux de poste, au travers des tablettes pour appuyer ce développement. Évidemment, l'instruction qu'on pouvait donner aux gens là-bas pour les aider à comprendre les financements, notamment des financements de coopératives, parce qu'on voulait appuyer non seulement le rapatriement de moyens via les transferts d'argent des migrants vers leurs familles, mais aussi les investissements qui pouvaient être faits par des migrants dans des coopératives actives au Burundi et permettant ainsi le transfert, par exemple, de nourriture, de choses agricoles, de produits agricoles vers les diasporas qui, en Belgique, aiment bien manger des produits du terrain. Donc, on a monté entre l'UPU et l'Organisation internationale des migrations une inclusion financière qui était une inclusion sociale, sociétale, et qui permettait aussi d'éviter des flux migratoires et de permettre aux gens d'avoir des perspectives économiques là où ils étaient. On est en train de répliquer ce modèle un petit peu avec la République de Côte d'Ivoire. Il y en a d'autres qui nous approchent. Maintenant, notre grand objectif là-dedans, c'est évidemment, et ça a été dit, peut-être d'oublier un peu cette guerre entre acteurs, les banques, tout ça. On doit être plus dans l'inclusion des différents partenaires. Et moi, j'ai un exemple très personnel à ce sujet. Il y a quelques années, je vous ai dit, j'ai dirigé une banque régionale suisse dont j'étais le président. Et mon premier, alors j'étais pas le postier, j'étais le banquier. Et donc, dans la ville et les villages qui étaient l'espace de travail de cette banque, eh bien, il y avait la poste. Et pour moi, ça faisait pas de sens de travailler avec mon groupe bancaire pour avoir un certain nombre de choses, notamment la commande de l'argent. Donc, ma banque régionale, elle commandait l'argent par la poste. On occupait exactement le même bâtiment. Alors, on avait des produits évidemment parallèles, mais il n'y avait pas, je dirais, c'était pas dénaturer les choses que de dire la poste, elle doit faire venir de l'argent dans le même bâtiment. Eh ben, moi, j'utilise la commande d'argent et je la passe à la poste.
le loyer du bâtiment, on l'a divisé par 2. On était concurrents et puis on était partenaires. Donc, c'est des visions tout à fait stratégiques qu'on doit mener. Évidemment, aujourd'hui, on voit que la dimension peut-être physique des bâtiments, des lieux, elle est un peu supplantée par la téléphone mobile, par les technologies nouvelles, mais rien n'empêche dans vos réflexions stratégiques qui sont faites là par rapport à vos réalités, qui vous sont propres évidemment, mais d'être innovant et puis de trouver, je dirais, une solution pour que, et c'est là l'essentiel, pour que le client de base ait confiance à ce que vous faites, parce que légitimement, la Poste, qui est une émanation de l'État, qui a été une des fabriques des nations, va permettre toujours de garder, à condition qu'on soit sérieux, cet atout. Donc, creusons dans cet atout. Et puis, moi, je suis assez d'accord, ne soyons pas dogmatiquement contre les banques, contre ceci ou contre là. Je pense que dans les complémentarités, on peut faire de très belles choses. Et puis, les banques ne pourront jamais être des postes. On reste, nous, la Poste. Merci beaucoup, Pascal. Je voudrais qu'on ait un peu le point de vue côté tunisien, Rached, parce que la Poste tunisienne a été quand même parmi les pionniers dans ce domaine-là depuis très longtemps. Là, en Tunisie, arrivent les établissements de paiement, les opérateurs télécoms s'y mettent. Donc, vu de la Tunisie, pour vous, de concurrence ou partenaire? Merci. Donc, pour la Tunisie, bon, la Poste, elle a un peu d'avance pour le reste concernant la partie inclusion financière parce que la Poste, elle a opté pour des corporations. C'est-à-dire, on est allé vers les étudiants, on est allé vers une grande partie des zones ruraux, comme je l'ai dit tout à l'heure, on était présents. Par notre réseau. Aussi, on a donné des solutions digitales. Donc, à mon avis, la concurrence, elle doit y être. Et le seul gagnant, c'est l'inclusion financière. Le tout se joue sur le coût. Et les tarifs que donne la Poste ou les autres banques ou établissements de paiement ou opérateurs publics. Donc, on a une avance par rapport aux tarifs, donc on n'a pas des coûts supplémentaires pour les coûts qu'on a actuellement pour inclure ces gens-là, on n'a pas de coûts supplémentaires. Par contre, en Tunisie, on a eu la première établissement de paiement qui a été créé avec l'État, donc elle a eu l'agrément de la Banque centrale. Donc, pour se mettre aussi, pour se positionner par rapport à cette population-là, elle doit investir, donc on a un peu d'avance. Toujours, je dis que le cadre réglementaire, il doit être périn, il doit être bien étudié pour que la concurrence soit, elle ne soit pas déloyale, si j'ose dire ça. Donc, à mon avis, c'est-à-dire en Tunisie, donc, comme je l'ai dit, Rached, je crains qu'on ne vous ait perdu. Les zones urbaines, donc ils ne vont pas investir dans là où il y a la population des non bancarisés. Pour les opérateurs téléphoniques en Tunisie, actuellement, ils n'ont pas le droit de faire des opérations financières. Toutefois, ils sont en train de demander le statut d'établissement de paiement pour un peu pénétrer ce marché-là. Donc, je crois que pour la Poste, je dis bien pour la Poste, entre guillemets, la menace qui peut toucher un peu ses clients, ce sont les opérateurs téléphoniques, en cas où ces opérateurs-là, ils ont l'agrément d'établissement de paiement. Et aussi, on a notre atout en Tunisie qu'on a travaillé avec les institutions de microfinance comme NTTC, tout ça. Donc, on est des partenaires avec eux. Donc, même s'ils vont s'ériger en établissement de paiement, ils continuent à travailler avec la Poste et notre réseau. Voilà, c'est bien ça. Merci. Merci beaucoup, c'était très clair. Maury, je reviens vers vous sur le Burkina avec deux questions. D'une part, votre positionnement par rapport à banque, télécom, fintech, partenaires concurrents. Et dans les premières questions que je regardais là, dans les fils de discussion, on voulait des précisions sur ce que vous faites avec le Maroc, que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, oui. Deux questions pour vous.
Oui, je pense que avec les banques, les compagnies de téléphonie, nous sommes à la fois concurrents et partenaires parce que nous commercialisons dans notre réseau certains produits, des produits d'assurance. Nous commercialisons des produits de transfert qui sont des produits portés par des compagnies de téléphonie, des compagnies d'assurance ou des banques. C'est en partenariat avec eux et cela concerne essentiellement des produits qui ne figurent pas dans notre portefeuille propre. Donc, nous faisons le prolongement pour offrir à nos clients sur l'ensemble de notre réseau, pour offrir donc à nos clients des produits de ces partenaires-là qui ne sont pas des produits propres à nous. Mais ceci dit, nous avons un projet de développer un certain nombre de produits qui vont venir en fait concurrencer les produits de nos partenaires. Parce qu'après la création de la banque, nous entendons évoluer vers une compagnie d'assurance et nous voulons développer des produits de transfert propre à la poste qui vont concurrencer les produits de nos partenaires d'aujourd'hui. Voilà. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'en fonction des segments de marché aussi, il peut y avoir de la concurrence avec les banques. Parce que nous, en tant qu'entreprise publique, nous avons une mission de service public qui a un contenu social qui nous amène à couvrir des zones qui ne sont pas a priori rentables, où les banques ne vont pas aller. Donc, nous allons porter les produits des banques dans ces zones où elles ne vont jamais aller et on peut travailler en partenariat. Maintenant, sur les niches de marché, les segments de marché sur lesquels les banques se sont concentrées, nous sommes obligés d'être présents aussi parce que, quoique entreprise publique, nous devons assurer notre équilibre financier. Donc, nous devons avoir des produits qui soient rentables pour pouvoir compenser en partie les pertes que nous réalisons dans les zones rurales, périurbaines ou les pertes que nous réalisons en commercialisant des produits qui ont un contenu social très fort. Pour ce qui est de notre partenariat avec la Banque postale du Maroc ou la Poste du Maroc dans le cadre de notre projet de création de banque, comme vous le savez, la banque, c'est un métier très exigeant, c'est un métier très spécialisé et il n'y a pas de risque à prendre, il ne faut pas réinventer la roue. Et le modèle de banque postale n'est pas, c'est pas une banque classique dans son montage et dans son agencement. C'est une banque qui doit s'adosser sur le réseau de la Poste. C'est une banque qui doit beaucoup collaborer avec la Poste dans les opérations et c'est une banque qui va s'appuyer grandement sur le personnel de la Poste également. Donc, il y a des subtilités et des questions très sensibles qu'il faut pouvoir identifier au départ et prendre les précautions pour ne pas tomber dans des dérives. Et ceci dit donc, c'est les raisons qui nous ont poussés à solliciter la Poste du Maroc et sa banque postale pour qu'ils puissent nous éclairer le chemin afin que nous puissions éviter les embûches et les erreurs. Et je pense que la collaboration que nous avons eue jusque-là nous a révélé que c'était une bonne idée. Et on est en train vraiment de collaborer. Il y a eu plusieurs échanges. Ils nous ont conseillé sur le montage, sur les subtilités de l'agencement avec entre la Poste et la banque. Parce que nous avons opté de maintenir la Caisse nationale d'épargne et les CCP à la Poste pour des raisons évidentes qui sont que le personnel que nous avons actuellement n'est pas profilé pour le métier de la banque. Et notre organisation actuelle fait que c'est les services financiers qui portent la Poste aujourd'hui. Si on les détache de la Poste, tous les avantages que le personnel a aujourd'hui, il va être difficile de les défendre
Parce que quand vous prenez notre articulation financière, la poste traditionnelle ne génère qu'environ 2 à 3 milliards de chiffre d'affaires et les produits financiers nous génèrent autour de 18 milliards. Et les salaires actuels du personnel ne peuvent être justifiés que sur les rendements que nous tirons des produits financiers. Si nous les détachons totalement pour aller en faire une banque, il va falloir restructurer profondément la poste, y compris remettre en cause même les niveaux de salaire actuels. Et cela va créer une crise qu'il va être difficile de gérer. Et donc, nous avons opté pour une solution prudente. Les amis du Maroc nous ont dit, si nous ne transformons pas la Caisse nationale d'épargne et les comptes courants postaux en banque, ça va s'opérer de façon naturelle et de façon incontrôlée. Voilà. Maintenant, si on veut le faire de façon contrôlée, le projet de banque risque de ne pas aboutir parce qu'il va être remis en cause par le personnel qui va avoir à perdre dans l'opération. Donc, je pense que, en tout cas, nous échangeons beaucoup avec nos partenaires marocains et nous suivons tous les conseils qu'ils nous donnent et nous avançons ensemble. Et en tout cas, jusque-là, les choses avancent sereinement. Merci beaucoup, Maury. Maintenant, je voudrais qu'on s'interroge sur les forces et faiblesses des postes par rapport à cette question de l'inclusion financière. Alors d'abord, les forces, voyons le côté positif. Bon, j'ai déjà entendu et compris, bien entendu, la force du réseau de distribution. Merci Pascal pour ce chiffre que j'ignorais de plus de 600 000 bureaux de poste dans le monde. C'est vrai que c'est impressionnant et je pense que ce n'est même pas la peine d'y revenir parce que ça, tout le monde en a conscience. Deuxième dimension que j'ai entendue, c'est la confiance. Et c'est vrai que la Poste est partie de ces acteurs tiers de confiance. Or, dès qu'on parle d'inclusion financière, finance, argent, la confiance, c'est au cœur de tout. Le poids de l'État est important derrière ça. Ça, c'est de l'ADN, je dirais, l'histoire. En dehors de ces deux-là qu'on a déjà évoqués, et comme vous avez plus d'une heure qu'on est ensemble et je voudrais aborder les autres questions et laisser quelques questions à l'auditoire, quels sont les autres facteurs clés de succès, les autres forces que vous voyez aux différents postes dans cette bataille, entre guillemets, de l'inclusion financière? Donc, sans parler des réseaux physiques, sans parler de la confiance, on a déjà abordé, et je pense que tout le monde est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres forces que vous voyez qu'il faut mettre en avant qui montrent que les postes ont vraiment un rôle clé à jouer sur l'inclusion financière? Mohamed, Monsieur le directeur général. Bon, merci. Effectivement, il y a les deux éléments que vous avez cités sont des éléments, on va dire, importants et fondamentaux. On peut ajouter à ces deux éléments-là peut-être deux éléments. C'est l'accessibilité qui est offerte historiquement par la Poste aux citoyens. Un citoyen peut aujourd'hui venir dans la Poste de manière naturelle. Il n'y a pas d'obstacle ni psychologique ni matériel pour… donc la notion d'accessibilité est un élément important. L'autre élément peut-être, c'est le fait que, et ça a été dit par les uns et les autres, les institutions postales ou les banques postales sont des institutions publiques et qui sont amenées à accompagner les politiques publiques. Et l'inclusion financière, aujourd'hui, ça devient un enjeu, on va dire, des pouvoirs publics. Donc, ce sont des atouts qui font de la Poste, qui lui confèrent quand même une position importante pour contribuer au développement de l'inclusion financière. Après, on peut discuter des contraintes, enfin des défis, parce qu'il y a des atouts, mais il y a beaucoup de défis et de contraintes. Je ne sais pas ce que vous souhaitez qu'on en parle, parce que c'est… On en parlera. Par contre, les défis sont importants également. D'abord, il y a la capacité des postes à la fois préparer l'offre qu'il faut et également le cadre réglementaire qui est en train d'évoluer d'une manière très rapide et qui touche, on va dire, l'activité de la Poste. On a parlé des établissements de paiement, enfin, tous les acteurs digitaux aujourd'hui. Ça c'est des défis majeurs. Si la Poste
fait pas ce qu'il faut, il peut être handicapé et il peut ne pas jouer le rôle qui lui est attribué. Alors, moi, à travers, on va dire, bon, à la fois, je suis parmi les responsables de la Banque postale marocaine. En même temps, j'ai la chance et l'occasion également de contribuer au sein de l'Union postale universelle sur le sujet de l'inclusion financière, sur post-transfert. Aujourd'hui, nous assistons à plusieurs modèles qui se développent à l'échelle mondiale pour les postes. On va dire le modèle le plus développé, c'est la banque postale, mais qu'on n'a pas beaucoup de banques postales à travers le monde. Quelques cas à travers le monde. On va dire en deuxième, on va dire le plus avancé par rapport aux autres après la banque postale, il y a les services financiers au sein de la poste. Sauf que la contrainte des services financiers au sein de la poste, c'est qu'il y a un cadre réglementaire spécifique qui est relativement rigide. Et généralement, les services financiers postaux n'ont pas, il est limité, il ne couvre pas la totalité de la palette, on va dire, des services financiers, puisque les crédits généralement ne sont pas autorisés la majorité des cas. Et il y a des postes carrément qui sont positionnés uniquement sur les transferts. On a les postes carrément, il n'y a pas de service financier. Le dernier modèle qui a été développé surtout en Amérique latine, c'est les partenariats entre les postes et les institutions financières. C'est-à-dire la poste ne fait que de la distribution. On a vu ça au Brésil, en Argentine, enfin, il y a pas mal de pays qui ont connu ces... Sauf que malheureusement, on a rapidement, on va dire, observer les limites de ce modèle-là, puisqu'on est co-distributeur. Généralement, on a des temps limités, enfin, la durée de distribution est limitée dans le temps, que quelquefois, on perd même le sens de... Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des questionnements importants qui se posent aujourd'hui sur le modèle à adopter. Mais ce qui est sûr, c'est pour qu'on puisse développer des activités génératrices de revenus durables dans le temps, il faut qu'on développe les capacités internes à la poste de développer ces offres. Ça peut être une banque postale ou au moins les services. Mais utiliser uniquement le réseau comme modèle de outil de distribution pour compte-là, c'est intéressant, mais pas très, on va dire, très pertinent en termes de durabilité, en termes de génération de revenus. Donc, il y a une concurrence, on va dire un cadre de concurrence qui est de plus en plus important. Il y a des pressions qui s'exercent sur la poste à travers, comme j'ai dit tout à l'heure, le modèle économique avec de plus en plus du courrier qui baisse, parce que la digitalisation, malheureusement, de plus en plus, elle est effrénée. Et il y a des acteurs digitaux aujourd'hui qui arrivent sur le marché et qui offrent des produits et qui impactent même le modèle des réseaux de distribution en termes de coûts. Et ça, tous ces éléments font que la Poste doit tenir compte de ces éléments-là pour développer des choses qui répondent à l'objectif de l'inclusion financière, mais en même temps, d'avoir un modèle équilibré qui préserve, on va dire, les équilibres financiers de la Poste. Donc voilà. Merci beaucoup, c'est très clair. Pascal ? Oui, comment intervenir? Il a déjà rappelé ce que faisait l'UPU et grâce à ces discussions qui sont menées ici, effectivement, les différents modèles. Mais en préambule, on parlait effectivement en dehors du réseau, en dehors de la confiance, quels sont les autres éléments qui pourraient être mis en avant. Nous, en tant que, lorsqu'on fait notre travail d'avocat de la cause des postes dans ce domaine, auprès, que ce soit des bailleurs de fonds, mais aussi auprès du politique, vous vous souvenez tous des enjeux et des défis qui avaient été posés tant par le G7 à l'Aquila que par le G20, notamment sur les transferts d'argent, qui étaient évalués par les gouvernements comme étant vraiment un frein global pour les populations, je dirais, les plus vulnérables. Eh bien, à ce moment-là, on avait pu montrer un argument très fort, à savoir que
dans le domaine du transfert d'argent, les postes arrivaient à l'objectif du 5% de manière très claire. Et pour asseoir ce raisonnement, nous avions fait constater la chose par la Banque mondiale et dans des études. Donc, nous, on a réussi. Vous parlez de la commission, c'est ça? Voilà. En tant qu'avocat de la Poste, vous vous rappelez, à l'époque, on parlait de ces choses absolument angoissantes où on avait des 17%, des 20% qui étaient appliqués pour des transferts d'argent dans les populations migratoires. Et nous, on avait démontré à l'époque, au nom de la Poste, que le secteur postal, les acteurs qui sont ici en partie aujourd'hui, étaient capables, eux, dans les transferts d'argent, d'appliquer des tarifs et des commissions qui étaient tout à fait en ligne avec ce qu'attendait le pouvoir politique, les grands décideurs, pour justement protéger ces populations vulnérables et puis compléter le dispositif en termes d'inclusion de ces populations. Donc, la Poste, elle a les outils pour permettre justement, pas de faire du cheap, mais pour faire les choses là où les banques sont trop chères, les transferts d'argent utilisent bien souvent leur position pour appliquer les tarifs qu'ils souhaitent appliquer. Donc, ça, pour moi, ça me semble être quelque chose de très important sur lequel il faut continuer de réfléchir. Comment est-ce qu'on peut rester très attractif de ce point de vue-là, sachant qu'au bout, et on voit, je redis, la pandémie nous apprend ça, de plus en plus, les gouvernements seront dans le devoir de relancer les économies, de relancer toute une série de choses, d'appuyer les acteurs, que ce soit les acteurs de l'instruction publique, d'autres acteurs de la société. Et donc, pour nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être toujours cet acteur de confiance. Et les montants qui devront passer, dès qu'ils passeront par la Poste, parce qu'on aime ce vecteur, eh bien, je pense qu'on aura gagné en confiance là où les banques, eux, sont connues pour faire de l'argent. Merci beaucoup, et je pense que ce point est d'autant plus vrai que les études, notamment ONU ou autres, ont montré que pour le continent africain, c'était le continent où le prix des transferts d'argent, etc., était le plus élevé. Donc, c'est un très, très bon point. Judith, vous voulez intervenir? Merci. Je voulais juste compléter un peu tout ce qui a été dit pour dire qu'en préparant la table ronde, j'avais, en dehors de ce réseau, la force du réseau postal, de la confiance, j'avais tenu compte de deux facteurs. L'éligibilité, ce que j'ai appelé éligibilité, c'est qu'en matière d'inclusion financière, c'est justement ces clients-là qui sont exclus. C'est à eux qu'il faut penser. Et donc, contrairement à plusieurs institutions, même les institutions de microfinance, la Poste, avec son obligation de service universel, accepte de rendre des services qui sont de l'ordre de l'inclusion financière et que les autres ne font pas, ce que j'ai appelé éligibilité. Il y a aussi donc le coût que supporte le client, donc les prix. Et quand on regarde et on compare un peu, moi, aujourd'hui, les systèmes, les IMF, institutions de microfinance, entre griffes, et moi, je dis qu'elles font de l'usure en matière de la finance, parce que quand on regarde les taux pratiqués pour les clients, c'est un peu trop élevé, ce que la Poste ne fait pas. Et par rapport à cela, la Poste est très proche des banques ou est carrément au même niveau que les banques, alors qu'elle est accessible à ces clients-là qui sont exclus du dispositif. Maintenant, donc, le DG de la Banque du Maroc a bien vu quand il pense qu'il faut que nous pensions, disons, aux défis ou aux contraintes. Je crois que pour tout ce qui concerne la transformation digitale, tout ce qui est lié à nos infrastructures qui vieillissent un peu, il faut que nous nous mettions au pas nécessairement, donc d'un point de vue technologique, et aussi que nous soyons proactifs.
Donc, a beaucoup innové, observé bien les besoins de la clientèle, puisque nous sommes le bras opérationnel de l'État, que nous puissions regarder les besoins de la clientèle, parce que les besoins, il y a un panel assez large, et que nous puissions proposer des produits adaptés à cela, ce qui va les amener à se rapprocher plus de nous. Et je profite pour en parler dans le domaine du commerce électronique, par exemple. Chez nous, dans les contrées les plus reculées, les populations ont envie de consommer, ceux qui sont de la diaspora, par exemple, ont envie de consommer des produits qui sont dans ces milieux-là, qui sont très reculés, et les nôtres aussi, qui sont dans les milieux, ont envie de vendre. Et donc, la Poste sert d'intermédiaire pour participer à cette opération-là du commerce électronique. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, c'est très clair. Rachel ou Bamori, est-ce que vous voulez compléter sur des actifs ou des forces supplémentaires des postes? Bon, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter, mais pour moi, l'une des forces qui doit nous permettre de mieux nous positionner, c'est de jouer sur le coût. C'est-à-dire, voilà. Donc, la Poste, normalement, avec les deux avantages de réseau et proximité, elle est capable d'offrir à ces gens-là un service bancaire, un service postal plutôt bancarisé à moindre coût. Donc, ça, c'est un tout. Aussi, il y a aussi, il faut aller vers des solutions digitales pour mieux cerner aussi la partie coût. Donc, après, c'est ça que je veux ajouter, pas plus que ça. Merci beaucoup. Okay, merci. Bamori? Oui, merci. Je crois que je ne vais pas répéter ce que les autres ont déjà dit, mais je voulais insister aussi sur la disponibilité de la trésorerie au niveau de la Poste. Si je prends le cas de la Poste du Burkina, elle est un apporteur essentiel de ressources à l'ensemble du système bancaire, et le réseau de la Poste est assez liquide pour faire face aux paiements. Et donc, quand la Poste s'engage, en tout cas dans une opération, elle a les moyens de pouvoir disponibiliser les ressources partout sur l'ensemble de son réseau pour faire face aux paiements. Je crois que c'est un atout majeur. Merci. Merci. Alors, et d'ailleurs, on va commencer par Rachel et Bamori, parce que si vous parlez à la fin, effectivement, tout le monde a parlé avant. Quelles sont par contre les difficultés? Alors, quels sont les défis à relever pour les postes par rapport à l'inclusion financière? Et quand je vois à la fois les éléments que vous avez évoqués, mais aussi quelques commentaires qu'on a dans la partie discussion, on sent qu'il y a une vraie question autour de l'organisation, de la structure organisationnelle, opérationnelle. Alors, certains disent oh, les postes, c'est tellement vieux et étatique que ce n'est pas bon. Tout à l'heure, l'un d'entre vous, il me semble que c'est le DG d'Alba Bank, a évoqué l'importance des compétences, qui est aussi un élément important, c'est-à-dire l'évolution des compétences au sein des postes par rapport à ces nouveaux métiers. Donc, au-delà des questions plus faciles, bien sûr, des atouts, quels sont les défis ou les difficultés auxquels les postes doivent faire face pour arriver à développer cette inclusion financière et ces différents services? Peut-être Rachel ou Bamori, si Bamori. Oui, je crois que les difficultés majeures, on nous a parlé du réseau de la Poste comme atout, mais quand on rentre à l'intérieur, le réseau souvent n'est pas suffisamment maillé sur l'ensemble du territoire. Donc, il reste des déserts postaux, et ces déserts postaux, pour pouvoir les atteindre et offrir les services financiers, là, c'est tout un défi. Et les postes n'ont pas souvent les moyens propres pour pouvoir étendre le réseau de façon convenable. Si je prends le cas du Burkina, en tout cas, les communes rurales, nous avons la moitié des communes rurales qui ne sont pas encore couvertes par le réseau de la Poste. Donc ça, c'est des déserts postaux. Il y a voilà, les compétences humaines, comme d'aucuns l'ont dit. Nous, dans notre réseau, les ressources humaines ne sont pas en nombre suffisant. Et je l'ai dit, dans les subtilités de la création de notre banque postale, le personnel de la Poste est majoritairement issu souvent de la fonction publique, puisque la Poste était à un moment donné un service public pur après des réformes
diverses, on est devenu une entreprise publique et il y a le comportement de fonctionnaires qui reste toujours et qui n'est pas très adapté pour la gestion d'une banque où vraiment il faut du professionnalisme, de la célérité et un certain nombre d'exigences. Voilà. Donc, toutes ces questions-là, il y a l'adaptation des produits. Bien entendu, les produits digitaux pour lesquels souvent les postes ne sont pas outillés pour pouvoir aller à temps opportun. Quand vous prenez les produits de transfert que les compagnies de téléphonie ont ravis au poste et qui ont mis à mal les mandats postaux, etc., bon, les postes n'ont pas pu saisir. Bon, je crois qu'il faut saluer l'exemple du Maroc, mais les bureaux de poste n'ont pas su saisir l'opportunité à temps, de sorte qu'on a été devancé par les compagnies de téléphonie et on se trouve à courir aujourd'hui derrière. Donc, il y a un certain nombre de contraintes qui sont liées au fait que la Poste a des missions de service public et cet état d'esprit de public-là fait qu'on n'est pas suffisamment outillé pour aller à la bataille et saisir les opportunités à temps pour pouvoir dévancer d'autres acteurs sur le terrain de la satisfaction des besoins des populations. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire pour introduire. Merci Bob Maurice, c'était très très clair. Rachid, est-ce que vous voulez apporter des éléments sur ces difficultés, faiblesses ou défis à relever? Oui, je vais ajouter deux faiblesses. La première faiblesse, c'est les files d'attente énormes qui sont au niveau des bureaux de poste. Donc, c'est le cas de la Tunisie actuellement. Donc, ceux qui vont se positionner en tant qu'établissement de paiement ou autre, ils vont travailler sur ça. Déjà, la publicité que l'établissement de paiement en Tunisie fait actuellement, c'est que vous pouvez faire vos opérations financières sans tenir la queue pour 2 heures ou 1 heure. Une deuxième chose qui vraiment elle nous handicape beaucoup, je prends l'exemple de la Poste tunisienne, ce sont la passation des marchés. Actuellement, on n'a pas d'agilité parce que nous sommes une entreprise publique. Donc, pour faire des projets, c'est pour un peu contrecarrer la concurrence. Il faut être agile, c'est-à-dire pour acquérir des solutions, pour développer des partenariats, tout ça. Donc, on est un peu contraint avec les procédures de marché. Ce sont les deux points. Bon, on a essayé avec la tutelle d'avoir un statut plus particulier pour peut-être être plus agile, mais on espère que ça va. Mais ce sont les deux points vraiment qui handicapent la Poste. Non, mais merci. On ne manque pas d'idées, on est innovant, on a des années d'avance sur les banques, mais toujours ce sont les deux points qui un peu. Parce que le client, lorsqu'il va s'adresser, s'il trouve la Poste, surtout avec le Covid actuellement, on nous fait accepter qu'un nombre déterminé de citoyens, donc il va s'adresser directement aux concurrents. Voilà. Non, mais c'est des points concrets, effectivement, vous avez raison. Judith, vous vouliez intervenir? Merci beaucoup. Et je voudrais insister sur quelques aspects évoqués par les deux DG qui m'ont précédé et faire un petit complément. Donc déjà, dans nos postes, on a déjà fait ce que nous appelons un peu techniquement chez nous de la départementalisation par output selon la localisation géographique. Donc, c'est ce réseau-là, mais qui a un besoin d'être mieux développé parce qu'il reste encore des espaces non occupés que nous devons occuper. Malgré l'évolution des technologies, nous savons que nous sommes en Afrique et qu'il y a ce besoin-là de nous rapprocher de la population qui, même si elle utilise les technologies de l'information et de la communication, a besoin de présence physique pour mieux les aider à profiter de l'inclusion financière. Donc, mieux développer le réseau. Mais il y a ce grand souci, comme le DG de la Banque du Burkina vient de le dire, de renforcement de capacité par rapport aux évolutions des différents métiers. Un renforcement de capacité pour déjà décrocher un peu le personnel de cette logique bureaucratique.
bureaucratique, où on n'est pas très flexible alors que l'environnement a beaucoup évolué et que nous devons être proactifs, vraiment maintenant proactifs. Et après cela, il y a un besoin de, qu'est-ce que je vais dire, de visibilité, de nettoyage ou bien d'amélioration de l'image de la Poste dans le public. Parce que les gens pensent que la Poste, c'est la vieillerie, ça c'est fini, ça. Quand on veut un produit nouveau, quand on veut quelque chose à la pointe de la technologie, ce n'est pas sûr qu'on aille trouver ça à la Poste. Il faut que nous puissions nous mettre dans la... Rachel, je pense qu'il faudrait que vous vous mettiez en mute parce qu'on vous entend. Donc, pour sortir ça de leur tête, et deux choses qui ne dépendent pas vraiment de nous et qui dépendent du pouvoir public, je vais dire, c'est ce problème de connectivité. C'est-à-dire qu'il y a une étude de la CNUSED qui a montré qu'au Bénin, on est à 48% de couverture Internet, alors que avec le besoin d'interconnexion de toutes nos agences, le fait d'être à la pointe des technologies, il y a que ce problème doit être impérativement réglé et un meilleur soutien de l'État. Pour ce que je sais, en Tunisie, la Poste tunisienne est confortable. N'importe qui ne peut pas faire incursion dans le secteur sans que l'État ne le fasse passer par la Poste. Et je trouve que c'est assez confortable, mais chez nous, c'est très ouvert. C'est très ouvert aussi bien aux entreprises béninoises qu'aux entreprises qui sont pas nationales. Donc, c'est pas évident. Il faut un peu plus de protection. Un peu plus de protection. C'est vrai que moi, je suis gestionnaire. Quand je suis arrivée et que les postiers s'en plaignaient, je dis, mais non, on est dans un environnement concurrentiel, il faut se battre, il faut aller à la guerre et puis pouvoir gagner la bataille. Mais ce n'est pas très aisé compte tenu du fait que la Poste est un peu en perte de vitesse par rapport à ses activités traditionnelles. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, c'était très clair. Mohamed ou Pascal, est-ce que vous avez un complément sur ces défis à relever, à ajouter? Si vous permettez, moi j'avais effectivement évoqué tout à l'heure, évidemment, on va dire ces défis-là, mais je souhaite quand même apporter un petit complément à travers une réaction par rapport à ce qui a été dit, pour dire que, parce que tout à l'heure, effectivement, j'ai parlé de le développement des capacités à se transformer. Je pense qu'aujourd'hui, comme j'ai dit tout à fait au départ, le défi de transformation est là est une nécessité pour la Poste. D'abord parce que, on va dire, l'activité de monopole qui est le courrier est en train de subir un changement majeur. Et la Poste, historiquement, il a deux activités, les deux autres activités sur lesquelles se positionnait la majorité, on va dire, des postes, et les services financiers et le colis logistique. Sur ces deux, ce sont des métiers concurrentiels. Donc, ils sont sur un marché concurrentiel. Donc, il doit se battre avec les concurrents. Donc, les contraintes de la Poste, on la connaît, c'est un établissement public avec une culture. Et donc, on va dire les défis sont de deux ordres. Un défi d'ordre institutionnel, il faut de la transformation institutionnelle. Les missions, c'est des négociations avec les pouvoirs publics en permanence. Et en même temps, avoir à la fois les moyens pour développer les capacités en interne pour, on va dire, affronter la concurrence. C'est là l'équation. Donc, il faut avoir à la fois l'appui des pouvoirs publics pour se doter des moyens et avoir ce qu'il faut en interne au niveau de la Poste pour conduire les chantiers de transformation, ce qui ne sont pas faciles. Ce sont des chantiers assez importants, assez lourds, mais je pense que de toutes les façons, pour les postes qui veulent réussir, nous n'avons pas beaucoup le choix. Donc voilà, je voulais apporter ce petit complément. Merci beaucoup. Pascal, un complément additionnel sur cette question? Oui, bon, j'ai écouté assez attentivement ce que les différents intervenants ont mis sur la table, surtout par rapport à la formation, à la nécessité effectivement de transformer
des personnels qui n'ont pas vocation à faire certains types de métiers. On a été, et dans le suivi on a mené des postes durant ces 10, 15, 20 dernières années par rapport justement à, comme vous le savez sans doute, si vous observez les modèles économiques des postes d'une façon globale dans le monde, vous avez des postes qui se sont devenus des très gros postes logistiques. Je prends l'exemple de l'Allemagne, c'est DHL. Donc, DHL, c'est la poste allemande, hein, ce n'est pas un groupe issu de… Bon. Et donc, eux, ils ont vraiment mis l'accent et ils ont abandonné les services financiers. Ils ont vendu les services financiers à 2 reprises d'ailleurs parce qu'ils devaient intégrer le modèle et il fallait beaucoup de cash. Donc, ils ont vendu à la banque allemande les services financiers. Ils sont devenus totalement des logisticiens. Et puis, vous avez l'exemple évidemment de la France, hein, du Maroc, la Poste suisse, le Japon, qui sont devenus très banquiers. Et d'ailleurs, vous trouvez à leur tête des profils, hein, des banquiers. C'est des banquiers qui dirigent ces entreprises. Donc, on a mis très nettement un accent stratégique et les gouvernements ou les conseils d'administration ont mis de la tête des postiers. Et donc, après, dans les politiques de recrutement, eh bien, vous avez eu d'autres façons de gérer ça. Et puis, pour nous, c'est poser évidemment la question comment appuyer ceux qui sont dans la transition et puis qui ont besoin de ces savoir-faire. Alors, nous, on a ouvert des centres de formation dans le monde entier, à la Barbade, à Montevideo, en Afrique, au Caire, au Cameroun, on en a à Abidjan et d'autres. On en a à Moscou, on en a… Et donc, l'idée pour nous, c'est d'appuyer justement dans des programmes dédiés ces formateurs pour qu'ensuite on puisse faire un pas vers des produits et des services qui sont plus de nature de ceux qu'on traite aujourd'hui. Je comprends évidemment le souci de Madame la directrice générale quand elle voit un peu ces choses-là, parce que évidemment, ça nécessite après un besoin de protection à un moment donné. Donc, on est entre le besoin de protection et quand même l'envie d'être dans un monde en concurrence, parce qu'il y a évidemment, l'entrepreneur, lui, veut le monde en concurrence, et Madame la directrice générale, elle est un entrepreneur. Donc, mais c'est vrai que dans tous les cas de figure, il y a ce passage et cette transition qui fait que l'entreprise, elle peut partir sur des bases un peu saines et rentrer dans une concurrence au moment où elle a quand même un certain format et certains atouts, et puis d'autres qui se tâtent un peu. Et puis maintenant, avec l'ami du Maroc disait tout à l'heure, on voit bien les tensions économiques sur les lettres, les nouveaux modes de consommation qui vont vers le e-commerce. Et exactement, le e-commerce va nécessiter des services financiers. Si on veut avoir la palette, il faut avoir des services financiers. Donc, il y aura de toute façon une nécessité, que ce soit en inclusion financière, voire en modèle économique qui évolue vers le e-commerce, de mettre un accent sur la formation vers des agents plus compétents en la matière. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pris beaucoup de notes parce qu'on réfléchit toujours au futur et je profite de remercier les directeurs généraux qui sont ici, les responsables de services financiers, parce que c'est grâce à vous si on avance aussi dans nos réflexions. Souvent, les organisations internationales, vous savez, c'est institutionnel, on nous envoie des délégués qui sont un peu plus des diplomates. Moi, je préfère quand les délégués sont un peu des experts ou des décideurs, parce que eux, ils nous disent qu'est-ce qu'on a besoin. Et là, on peut vraiment adapter leurs besoins. Donc, un grand merci. Le vice-directeur général prend des notes pour essayer d'enrichir encore la feuille de route ou les feuilles de route qu'on mettra en avant au congrès à Abidjan sur ce domaine-là. Évidemment, moi, je crois au modèle avec les services financiers ou avec une sérieuse composante services financiers. J'ai un passé de poste suisse. Les services financiers ne nous servaient pas simplement, à l'instar de ce qui a été dit par le Maroc. Chez nous, ça a été en 1906 que nous avons créé des services financiers en Suisse. Et nous avons aidé le pays à mettre en place les modèles économiques, et notamment les transferts d'argent, mais aussi les virements. Les Suisses, en Suisse, vous avez une population d'aujourd'hui 8 millions. Eh bien, il y en a 4 millions qui sont clients à la Poste et puis qui font tous leurs paiements à la Poste. Ils payent leurs impôts, ils payent leurs factures d'électricité,
ils payent même les transferts d'argent pour l'UBS ou le Crédit Suisse parce que c'est des banques qui ont laissé faire ce métier à la Poste. Et donc, alors à un moment donné, ben, ça coince parce que si la Poste développe ses produits et services, elle fait de la concurrence au Crédit Suisse ou à l'UBS. Mais au départ, c'était comme ça et on a évolué. Donc, cette approche pragmatique qu'on met aussi en avant en disant de là où on est, on construit. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit évidemment le Burkina. Hein, et je peux vous dire, vous êtes en de très bonnes mains avec le Maroc. C'est des banquiers, des postiers banquiers de très haut niveau. J'ai vu moi-même ce que vaut le baril al-Maghrib et je sais que là, vous ne risquez rien. Mais je peux que vous induire à échanger, à regarder les modèles économiques. Il y en a de très bons dans le monde, parmi les postes, qui sont vraiment placés, on le disait tout à l'heure, à des niveaux très différents. Certains en Amérique du Sud sont qu'un intermédiaire, d'autres sont pour leur propre compte, d'autres encore sont devenus carrément des banques. Et avec bon, ben les forces et les faiblesses que ça a. Mais voilà, c'est une excellente idée pour nous de poursuivre. Et moi, je pense à l'Afrique, c'est un continent très, très jeune du point de vue démographique, où les gens vont aller très vite sur le e-commerce et avec les niveaux de développement et avec ces choses-là. Donc, soyez au rendez-vous des besoins. Et nous sommes, en tout cas, nous, l'UPU, là pour vous aider. Merci Pascal. Ma dernière question, vous l'avez un peu introduite, c'est sur le futur justement. Alors, je voudrais demander une réponse rapide à chacun des représentants d'une poste. Et Pascal, j'aurais une question spécifique pour vous. Réponse rapide parce que je voudrais qu'on laisse quand même 10-15 minutes à la fin pour prendre quelques questions qui ont été posées dans la partie Q&A au milieu de Zoom. Ma question aux représentants des postes, si on se projette dans 12, 18, 24 mois, quelle est votre priorité en termes de lancement d'un nouveau service autour de l'inclusion financière? Est-ce que c'est sur les transferts d'argent, le paiement, l'épargne, le switching interbancaire? J'en sais rien. C'est quoi une seule par chacun, un seul projet prioritaire à lancer dans les 12 à 18 mois qui viennent? Mohamed, je vois que vous levez la main. Merci. J'ai levé la main avant votre question, mais je voulais en fait, je voulais réagir par rapport à un point qui a été évoqué par Pascal, qui m'a donné la possibilité, je le remercie. Je voulais, puisqu'on est dans on va dire, un échange où on a la présence de l'EPU avec nous. Moi, je voulais profiter pour souligner l'importance de l'EPU pour accompagner les postes. Et là-dessus, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'occasion de participer à pas mal de sujets au sein de l'EPU et qui m'est très, très cher. C'est le fait qu'on avait d'ailleurs lancé une étude sur le rôle que peut jouer l'EPU pour accompagner les postes pour le développement de l'inclusion financière. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va dire, les résultats de cette étude deviennent d'actualité et on va dire il y a une pertinence importante pour l'EPU pour prendre en charge, on va dire, avancer sur ces résultats. Enfin, il y a deux volets importants. L'EPU peut jouer un rôle, il le fait d'ailleurs, mais il peut le faire davantage comme plaidoyer auprès à la fois des institutions internationales, mais également auprès des gouvernements des pays pour faciliter, on va dire, la tâche au poste pour qu'ils puissent, on va dire, opérer ces transformations-là. C'est un élément essentiel parce que c'est une institution quand même crédible, il est écouté. Le deuxième volet, c'est l'assistance technique. Et je pense là-dessus, on aura énormément à gagner parce que les pays, pour consolider les expériences des uns et des autres, constituent un réseau d'experts, à la fois des postes, mais également des experts indépendants. Et il peut être très utile, puisque les postes auront la facilité de s'adresser à l'EPU sur des questions de transformation, sur des questions spécifiques. On a vu la formation, on a pas mal on va dire, de sujets qui sont évoqués par la Poste. Et l'EPU peut jouer un rôle très important et j'en suis convaincu. Je voulais ouvrir cette parenthèse-là et profiter de l'occasion. Non, mais bien sûr, pas de souci. Merci. Alors, j'en profite, vous avez la parole. Donc, votre projet des 12 mois qui viennent. Alors, nous, il se trouve que, on va dire, la Banque Postale est depuis 10 ans. On couvre aujourd'hui, on va dire,
tous les sujets liés à l'inclusion financière. Aujourd'hui, le sujet majeur sur lequel nous travaillons, c'est la transformation digitale. Nous allons capitaliser sur toute notre expérience sur le mobile et nous travaillons aujourd'hui sur tout ce qui est la banque à distance, c'est-à-dire full digital. Aujourd'hui, nous sommes très avancés sur ces sujets-là. Demain, la personne, très très bientôt, la personne n'aura pas à se déplacer dans nos agences pour ouvrir un compte, pour souscrire un package, pour souscrire un contrat et pour opérer un ensemble de transactions. Et donc, vraiment full digital. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important, ce qui nous permettra de développer davantage, on va dire, notre compétitivité et notre innovation à ce niveau-là. Merci beaucoup. Rachel, peut-être? Votre priorité nouvelle? Donc, oui, voilà. Pour la poste tunisienne, actuellement on est en train de travailler sur un grand projet qu'on a appelé MyPost. C'est une banque à distance qu'on est en train de lancer. C'est-à-dire, elle est sur deux phases. La première phase, c'est la phase client particulier. Et la deuxième phase, c'est un peu l'entreprise. Donc, déjà, on a lancé la partie légère. La partie légère qui consiste à des consultations et autre chose. Et maintenant, on est en train de préparer le lancement d'ouverture de compte en ligne avec un start-up pour la partie KYC. Donc, vraiment, c'est notre projet prioritaire actuellement. Donc, la phase 1, elle a démarré déjà. Et la deuxième phase pour les entreprises et tout ce qui est personne morale, serait pour le début octobre. Voilà. Merci beaucoup. On va au Bénin, je propose, Judith. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est basé fondamentalement sur la transformation numérique et digitale. Et je vais juste citer deux, trois choses, si vous permettez. Donc, il y a le e-tontine, j'en parlais tout à l'heure, que nous avons déjà lancé, qu'on va bien développer. Et c'est tout un process assez digitalisé et numérisé que nous faisons en partenariat avec une fintech du Bénin. Et il y a le push and pull où le client a la capacité de gérer ses comptes CNE comme CCP en même temps que son compte qu'on appelle Mobile Money ou Move Money, c'est-à-dire travailler avec les deux opérateurs de téléphonie mobile, c'est en cours. On va lancer la phase pilote vers fin mai et voir comment ça va se passer pour cette phase pilote-là et puis déployer ça complètement. Il y a aussi le mobile banking avec tout ce que cela comporte. Merci. Merci beaucoup. Bamori, peut-être? Dernier cas concret de priorité à lancer dans les 12 mois qui viennent? Oui, dans les 12 mois qui viennent, nous avons prévu d'implémenter une solution monétique basée sur les cartes de crédit, avec l'appui de l'UPI d'ailleurs. Ce projet est très avancé. Nous sommes en phase d'ouvrir un compte de compensation au niveau de la Banque centrale afin d'opérationnaliser ce produit. Nous avons une plateforme également de paiement mobile en finalisation que nous allons opérationnaliser dans les 12 mois à venir. Mais notre projet phare, vraiment, c'est la banque pour laquelle nous devons demander l'agrément de la Banque centrale dans les tout prochains jours et nous espérons que nous allons l'obtenir avant la fin de l'année et que, en tout cas, d'ici début 2022, la banque sera en route. Voilà. Le gouvernement, hier, en Conseil des ministres, a validé les dernières décisions qui étaient de niveau gouvernemental. Il reste vraiment à aller maintenant vers les autorités monétaires pour demander l'agrément et nous avons bon espoir. Merci bien. Alors Pascal, ma dernière question pour vous, en fait, elle a été un peu prise par Mohamed El Moussaoui qui a un peu répondu. C'était justement qu'est-ce qui va se passer maintenant, dans le futur, surtout en termes de coopération. Je pense que c'est un des rôles clés de l'UPU pour aider justement les différentes postes à partager, à faire des choses ensemble pour aider à l'inclusion financière. Et alors, j'en profite, ça permet de commencer à poser les questions de l'assistance. Il y avait une suggestion de Michel Dotec qui fournit de la connectivité à la Poste du Togo. Est-ce que l'UPU a un programme d'aide, par exemple, pour aider à la connectivité satellitaire des postes?
Oui, oui. Exemple concret. Alors, effectivement, moi, je remercie en tout cas tous les collègues, que ce soit la Tunisie, le Maroc, le Bénin, le Burkina, parce que vous avez posé une question claire par rapport à ce que c'était les produits du futur. Ils ont tous répondu clairement. Ça veut dire qu'ils savent vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est vraiment très, très, je veux dire, rassurant de voir que, voilà, vous avez des idées, vous avez de la richesse aussi sur vos pays. Vous avez parlé des fintech, notamment au Bénin, vous avez parlé des partenaires. Moi, je trouve que c'est bien. Et puis, alors, j'ai été évidemment harponné par rapport à ce plaidoyer. C'est vraiment quelque chose qu'on s'attache à faire, que ce soit au niveau des gouvernements, mais aussi au niveau des grands décideurs. Vous savez, on travaille avec l'Institut mondial des caisses d'épargne, on travaille avec la Commission européenne, on travaille avec la Banque mondiale, on travaille avec le Fonds monétaire international, on travaille avec l'ONU, dont est une organisation spécialisée. Donc, évidemment, dans tous ces domaines, je l'ai dit tout à l'heure, on essaye de faire ce plaidoyer pour la capacité des postes à être dans les produits simples, les produits qui incluent, ce qui nous permet aussi aujourd'hui d'avoir un fort plaidoyer par rapport à ces objectifs du développement durable. Parce que sur les 17 objectifs, il y en a beaucoup qui sont liés effectivement à ce que les postes cherchent à faire en termes d'inclusion, qu'elle soit financière, économique, sociale et sociétale. Nous, ce qu'on veut continuer à faire, ça sera proposé dans le cadre de la stratégie postale d'Abidjan. Il y a la phase du plaidoyer, il y a la phase de recherche de fonds, de donateurs, il y a toute la problématique d'assistance technique, et puis il y a la problématique que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire de fournir là où le marché ne fournit pas de solution, un certain nombre de partenaires qui sont bien évidemment plutôt des opérateurs, des solutions techniques, des solutions technologiques qui permettent à ces gens-là de faire des produits et de services financiers. Alors, on a d'abord un accord mondial, on est avant tout une organisation intergouvernementale, donc il y a un traité de transfert d'argent, un accord intergouvernemental qui est aujourd'hui signé par 130 pays. Donc, je veux dire, ça, c'est un atout qu'on a par rapport aux autres. Et puis, ça répond un peu, ça commence à répondre à votre question par rapport à l'UIT notamment. L'UIT, avec qui nous sommes dans la Société de l'information ensemble, avec eux, nous développons des solutions technologiques pour permettre justement de travailler avec des technologies avancées, que ce soit en télécommunications et d'autres, pour permettre d'être dans la complémentarité. Nous, on est des postiers, eux, ils sont plutôt des technologistes, si on peut prendre cette terminologie. Et donc, en tant qu'organisation sœur, on réfléchit beaucoup à des mises en commun. Mais il y en a d'autres. Je veux dire, il y a d'autres partenaires avec qui on discute. Alors, il faut toujours s'entendre si on peut discuter sur un plan stratégique ou si on doit discuter pour échanger les meilleures pratiques. Mais encore une fois, nous, ce qu'on souhaite, c'est fournir aux pays membres des solutions. Alors, de l'accord cadre ou du traité jusqu'au transfert d'argent. Et dans tous ces domaines, on va mettre un accent particulier durant le prochain cycle, c'est dans notre stratégie. On va mettre différents moyens. Vous le savez, sur l'inclusion financière, on est fortement maintenant en partenariat avec la fondation Bill et Melinda Gates qui nous a déjà fourni plus de 4 millions. Hein. Donc, ce n'est pas neutre. Ça finance beaucoup plus que les pays membres. Hein. On n'est plus dans ces domaines-là. Mais on cherche encore, évidemment, à grandir, à poursuivre nos réflexions et puis à aider les postes qui en feront la demande, qui en manqueront le besoin, aussi sur l'éducation financière. Ça me semble être essentiel. Si vous voulez que les gens utilisent des services postaux, il faut qu'ils sachent comment on gère l'inclusion financière. Et puis, on l'a vu en Afrique, c'est très, très riche. Vous avez des populations, notamment beaucoup de femmes, qui sont des entrepreneurs, qui peuvent faire usage des prestations de la Poste. Donc, on a de très, très beaux exemples un peu partout. Et on voit même au Zimbabwe et ailleurs. Je vous invite à regarder ces exemples parce que parfois, ils nous donnent beaucoup de leçons par rapport à cette capacité à être
entrepreneurs à monter des choses novatrices. On voit de très belles choses en Afrique. Pas besoin de citer ce qu'avait fait évidemment le Kenya il y a quelques années par rapport au transfert d'argent et de mobile. Donc, au départ, je rappelle que souvent les sociétés, elles étaient sœurs, les postes et télécoms, on les a séparées, mais dans beaucoup de pays, on voit bien qu'il y a des fiançailles et il y en a d'autres qui vont encore plus de l'avant. Donc, pour reprendre ce qu'on disait tout au début, vous voyez, les partenaires, ce n'est pas forcément les banques, ce n'est pas forcément les télécoms, ce n'est pas forcément les money transfers, mais ça peut être les banques, ça peut être les télécoms, ça peut être les money transfers. De là où vous êtes les mieux placés, vous êtes les entrepreneurs, vous connaissez votre marché, et l'UPU sera là pour vous aider lorsque ça viendra vraiment concret. Et puis, on vous avait parlé à un certain moment de l'aspect régulatoire. Alors, l'aspect régulatoire, il est fondamental parce que vous avez des pays où, évidemment, la banque centrale joue un très grand rôle. Et si vous prenez maintenant, par exemple, l'Europe, ce n'est pas la banque centrale qui pose le plus de problèmes en termes de régulation, c'est le régulateur des services financiers, qui est en France différent de la Banque centrale, qui est en Allemagne différent, qui est en Suisse différent. Donc, on a fait aussi par le passé, j'avais un collègue qui s'appelle Nils Clotho, avec qui nous avions fait un grand forum justement où on a invité les régulateurs et les banques centrales pour essayer justement ce dialogue et leur dire, mais faites confiance à vos postes quand ils viennent vous demander quelque chose, parce que évidemment, cela, il y a des longues traditions, il y a des savoir-faire et il y a surtout un traité intergouvernemental derrière, sur quoi ne peuvent pas se targuer les postes ou les banques, pardon, ou les money transfers. Donc voilà, soyons stratégiques dans la démarche, mais encore une fois, bravo, parce que quand on vous demande un seul produit dans les mois à venir, tout le monde l'a en tête parce que vous êtes totalement imprégné de ce que vous faites. Bravo. Merci beaucoup. L'avantage, Pascal, c'est que vous avez répondu à quelques-unes des questions sur la régulation notamment. Et puis, comme il ne nous reste plus que 3 minutes, il y a quelques questions, mais c'est limite un webinaire à elle toute seule. C'est sur les bonnes astuces pour faire une banque postale. Là, je pense qu'on en a pour 1h30, donc je pense qu'on n'aura pas le temps de traiter. Je vais prendre qu'une seule question avant de laisser la parole à Khadija. Et je m'excuse aussi auprès de quelques personnes qui voulaient qu'on les fasse monter, mais enfin, je n'ai pas le pouvoir technique de faire monter on stage, puisque chacun d'entre nous a un lien différent. Donc ça se prépare un peu avant. Je suis désolé encore une fois. L'intérêt des webinaires, c'est qu'on peut se voir plus facilement et on est dans plein de pays différents. L'inconvénient, c'est que c'est moins interactif qu'on est dans une salle physique où les gens peuvent intervenir plus facilement. La question que je vais prendre était une des premières posées qui est intéressante, c'était quid de l'image des institutions postales, notamment des banques postales, hein, si on va trop dans l'inclusion financière, est-ce qu'à terme, vous ne risquez pas d'être perçu comme finalement la banque des exclus, c'est-à-dire la banque de ceux qui n'ont pas accès aux autres banques, et donc ça risque de créer une image de, allez, j'y vais carrément, mais c'est une des questions, banque pour les exclus ou banque pour les pauvres. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un problème? Ou est-ce que vous avez rêvé à gérer finalement cette dualité? Oui, on a un intérêt général qui a été évoqué qui permet aussi d'apporter des services aux plus démunis. C'est peut-être une spécificité des banques postales, mais on sait aussi gérer d'autres profils. Est-ce que un ou deux d'entre vous, pour respecter le temps, veut répondre à cette question? Oui, je vous en prie, Mohamed. Alors, moi, je pense que dès le départ, on a insisté sur le fait que la Banque postale ou la Poste est une institution publique. Il est là pour répondre à des missions d'intérêt général en premier. Donc, le fait, l'inclusion financière par définition, c'est de permettre aux gens qui sont exclus du système traditionnel, de leur permettre d'intégrer le système financier. Donc, le fait que ça fait partie des missions, on va dire, de fond de la Banque postale, de se positionner sur les segments de la population à revenus modestes ou irréguliers. Donc, ça fait partie d'un… Donc, pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose de négatif, c'est le contraire. On est en train de contribuer à améliorer l'inclusion dans sa large, on va dire, définition sociale, économique. Et après, bien entendu, il y a des impératifs, on va dire, des actions d'intérêt général, mais il y a des impératifs de rentabilité pour la banque. Et il doit, en parallèle, développer ses capacités à améliorer la qualité de service, à avoir on va dire, des différenciations par rapport aux autres concurrents, de sorte à
avoir la capacité de recruter d'autres segments qui apporteront plus de valeur pour la banque pour qu'il puisse développer sa capacité à avancer davantage. Donc, je pense que ce n'est pas du tout contradictoire. Ça fait partie de ses missions, mais en même temps, ça n'exclut pas le fait que la banque doit développer sa capacité à aller se positionner sur d'autres segments et sur d'autres marchés. Très bien. Réponse rapide de Judith, pardon. Judith, oui, vous vouliez parler. Et après Pascal, et on arrêtera. Merci beaucoup. Donc, c'est juste un complément. Hein. Le DG vient de répondre très, très bien. Je voudrais ajouter que en dehors des postes, il y a les institutions de microfinance qui ressemblaient à ce qu'on est en train de dire, alors qu'aujourd'hui, la Poste a toute sa place et que je trouve honorable hein, par rapport à cela. Je profite pour répondre à une petite préoccupation à quelqu'un qui a dit que au Bénin, on n'a pas digitalisé les pailles. Et puis, j'ai demandé qu'on m'apporte une carte numérisée pour lui présenter ça. C'est ça que les clients ont maintenant. Il suffit qu'ils fassent des formalités au guichet pour avoir leur carte et pouvoir faire leurs activités. Merci. Merci beaucoup. Pascal, un dernier mot. Et je suis désolé, je vois qu'il y a des questions qui arrivent sur la blockchain ou autre, c'est des vrais sujets. Mais on respecte les 2 heures par correction vis-à-vis de tout le monde. Pascal, un dernier mot. Merci Jean-Michel. Rapidement, mais je suis dans la ligne des 2 intervenants. Moi, je pense que qui peut le plus, peut le moins. Donc, soyons ambitieux pour tout le monde. Très bon mot de la fin, très, très concluant. Merci à tous. Khadija, je vais te rendre la parole. En tout cas, moi, je voulais remercier tous nos panélistes. On a vu que vous étiez vraiment enthousiastes par rapport à ces beaux sujets. Donc, un grand merci à vous tous. Alors, merci Jean-Michel pour ta brillante modération. Un grand merci à nos chers panélistes d'avoir pris part à ce débat de haut niveau. Je remercie l'ensemble des participants de nous avoir suivis et d'avoir posé beaucoup de questions qui ont enrichi le débat. Et je vous donne rendez-vous pour notre 3e édition de cette série Africa Post Forum Live qui se tiendra le 10 mai prochain sous le thème, du développement des capacités logistiques. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci à tous. Merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir.